Bienvenue sur le podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on décrypte le passage de notre monde au Web 3 pour en comprendre les enjeux et leurs impacts sur notre vie et celle de nos entreprises. Nous voulons que vous profitiez de ces changements plutôt que vous les subissiez. On part alors à la rencontre de tous les acteurs majeurs de cet écosystème. Très bon épisode à tous. Frédéric Ramet, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase et demie, s'il te plaît? Frédéric, moi j'ai travaillé depuis les 20 dernières années dans la production digitale. J'ai travaillé sur le Web 1, travaillé sur le Web 2 et maintenant je m'attaque au Web 3. Récemment donc. Justement, on va du coup décrypter ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Web 1, 2 et 3? Ok. Donc le Web 1, quand je dis que j'ai travaillé sur le Web 1, fin des années 90, c'était les premiers sites qu'on faisait avec du CSS, même pas encore, avec des instructions de style, du HTML, des premiers sites statiques, et on mettait des données en ligne. Donc on n'avait pas encore vraiment de site dynamique où est-ce qu'on pouvait interagir. Les sites qu'on consultait, c'était principalement pour la lecture. D'ailleurs, à l'époque, on parlait des autoroutes de l'information, de consulter des banques de données en ligne. Donc, ce Web 1 est caractérisé par la lecture des informations. Et donc, on associe Web 1 écriture et lecture. Maintenant, le Web 2 est arrivé un peu plus tard, dans la première décennie des années 2000, avec des sites qui permettaient des sites dynamiques et qui permettaient aux gens d'aller écrire des contenus. Et donc, grâce à ces technologies dynamiques, on a pu avoir l'essor des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tous les autres sites de réseaux sociaux. Et donc, à partir de ce moment-là, le Web 2 est caractérisé par l'écriture. Et plus récemment, il y a toute une série de technologies qu'on recouvre sous le terme Web 3. Donc, il y en a plusieurs. Une majeure partie d'entre elles sont relatives à la propriété des données qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les données que je vais contribuer sur ces réseaux n'appartiennent plus à une société qui contrôle les serveurs sur lesquels elle est stockée, d'accord ? Mais ce sont des données qui sont distribuées et donc qui sont ma propriété propre. Donc on associe le Web 3 à la propriété. Web 1, lecture, Web 2, écriture, Web 3, propriété. Donc c'est une façon de définir le Web 3, il y en a d'autres. Ce que tu veux dire, c'est qu'à l'époque du Web 2, où on est en fait encore dedans. Encore pas mal dedans, ouais. On va s'en sortir. On va s'en sortir ou en sortir? On va s'en sortir à un moment. Aujourd'hui, il y a un peu un ras-de-bol. Par exemple, il y a une question de cécité face aux algos qui sont utilisés sur Google ou sur Facebook. Très bon exemple. Un des premiers problèmes qu'on a. Oui, mais pourquoi? En fait, c'est justement la question que j'allais te poser. Excuse-moi de t'interrompre. Personnellement, j'ai une chaîne YouTube. Je suis hyper content de pouvoir uploader une vidéo sur un serveur de Google qui va être distribué à des milliers de personnes. J'ai besoin de cet algo. C'est-à-dire que tu me mets dans le Web 3 et tu me dis, grâce, alors je sais pas quelle est la technologie, c'est plus Google qui possède l'hébergement de ta vidéo, mais sauf que en fait j'ai quand même besoin de Google parce que sinon personne va la voir cette vidéo. Alors après, aujourd'hui le Web 3 est caractérisé par l'accès à des communautés. Donc en fait, tes communautés, tu vas pouvoir t'adresser à elles. Effectivement, il va y avoir un essor de plus en plus important et on va retrouver des acteurs majeurs qui auront, on va dire, pignon sur la rue d'Internet et tu vas pouvoir retrouver l'équivalent des Google. Aujourd'hui, par exemple, sur des NFT, on en parlera un petit peu plus tard, tu peux aller sur OpenSea et finalement, tu es à peu près sûr que tu es visible par beaucoup de monde. Tu seras au milieu de plein de gens, mais en tout cas, c'est 90% du trafic passe par là. Donc, on verra émerger des acteurs comme ça qui vont permettre d'avoir du trafic. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on est sur une technologie qui émerge et qui reste en émergence avec maximum 8-10% des personnes qui ont un wallet, par exemple, ou ont déjà manipulé de la crypto. Donc, on est au tout début. Donc, aujourd'hui, tu n'auras pas l'équivalent d'un YouTube aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, tu pourras en avoir. Alors, est-ce que du coup, tu peux juste revenir sur ce que c'est qu'un wallet pour ceux qui ne savent pas? Oui, tout à fait. Et peut-être sur la propriété des données, parce que les deux sont intimement liés.
Sur l'aspect propriété des données, ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport, toi, la vidéo que tu vas faire et que tu vas déposer sur les serveurs de Google ou si tu le fais sur Facebook, c'est qu'au moment où tu déposes ta vidéo elle est hébergée sur le serveur et donc ils ont un droit sur ce fichier qui est sur leur serveur. Donc toi, tu perds ce droit-là, ce qui occasionne deux choses. Une monétisation qui sera à leur avantage puisque c'est eux qui vont la gérer, et deux, un contrôle sur ces données. S'ils veulent bloquer l'accès à cette donnée, à ce fichier, ils pourront très bien le faire. D'accord ? Donc cette donnée-là, elle est stockée sur leur serveur. Ça, c'est bon, mais sur le premier point que tu as dit, c'est-à-dire la monétisation, sans YouTube, je sais pas qui me paierait 2 € du millier de vues. Aujourd'hui, tu peux avoir des modèles où des gens vont vouloir payer pour du contenu. Tu l'as avec, par exemple, des modèles Web 2 classiques avec le journal Le Monde où tu as des systèmes d'abonnés. D'accord ? Les transactions liées à la blockchain facilitent et rendent beaucoup plus fluides ces paiements. D'accord ? Et donc, tu pourrais avoir des systèmes comme ça où des gens vont, toi, te payer directement pour ton article. Tu peux avoir d'autres systèmes où il y a des gens qui vont te donner des récompenses pour mettre à disposition ce contenu à leur communauté. Et donc, c'est des nouveaux modèles économiques qui sont différents de ceux actuellement. Et qui existent aujourd'hui dans le cas précis. Et je pense que c'est important aussi de le préciser, c'est que là, on a pris l'exemple d'une vidéo, mais un post sur Twitter, que beaucoup plus de gens Twitter, peuvent... Il y a Mirror est un site aujourd'hui où est-ce que les gens publient du contenu, que tu dois connaître Medium. Ouais. Donc, il y a l'équivalent de Mirror, où est-ce que les gens déposent un article, d'accord, et qui est leur propriété, prend la forme d'un NFT, donc qui est rattaché à leur wallet, et on va en parler un petit peu. Et donc, ça reste leur propriété. Les gens qui veulent le consulter vont pouvoir faire des donations et donc du coup directement donner l'argent à l'auteur. La différence, c'est que l'auteur il va toucher directement cette transaction puisqu'elle se passe du lecteur à son créateur. Et donc on n'a pas je sais pas combien de. Est-ce que tu peux estimer aujourd'hui la valeur réelle de la vidéo? YouTube garde 45%, et m'en reverse 55%. 55. Donc voilà. Donc là, dans l'autre cas, tu peux dire ok, j'aurais peut-être moins de vues, mais tu toucherais 95% ou 100% si la plateforme. Ok. Donc tu posais la question du wallet. Donc la blockchain, tu connais le réseau peer-to-peer. T'as déjà dû utiliser peut-être juste pour la découverte et pour des contenus gratuits et libres de droit. Exactement. Cette technologie-là. Figure-toi que j'ai pris une amende de 500 € en arrivant en Allemagne quand je m'y suis expatrié parce que là-bas ils rigolent pas du tout avec Adopi. Et donc j'ai voulu continuer à regarder 24 heures chrono avec Jack Bauer. Et la Warner m'a mis une petite lettre 10 jours plus tard en disant tribunal ou 500 €. Bon, là, il y a quand même un cas de violation d'une IP, mais ça a été aussi utilisé pour pouvoir mettre à disposition des contenus libres de droit. Il y a aussi, par exemple, des personnes qui faisaient ça avec des vinyles qui étaient plus réédités et donc qui étaient en voie de disparition et qui l'ont numérisé, le mettaient à disposition par ce biais-là pour s'assurer de la sauvegarde. Okay. Et le principe du peer-to-peer, c'est que le fichier n'est pas stocké sur un ordinateur centralisé, mais réparti sur tout un réseau d'ordinateurs. Donc la base, elle est là, c'est que finalement ce fichier, il est distribué. Et ce que va faire la blockchain, c'est qu'elle va être un registre dans lequel on va s'assurer de l'emplacement de ces fichiers et de leur association à des personnes qui vont l'utiliser. Et donc le propriétaire, mais également des gens qui auraient fait des transactions. Donc globalement, quand on appelle blockchain, ce qu'on désigne, c'est un registre distribué et donc qui permet de savoir qui appartient à quoi. Et le point crypto qui vient là-dedans, c'est que la technologie de cryptographie permet de s'assurer que c'est inviolable. Et ça l'est de fait ou pas? Ça l'est. On entend parler de gens qui se font hacker leur wallet, enfin. On entend inviolable et on entend il arrive que. Voilà. Si tu interroges un développeur sur les bugs informatiques, il te dirait que dans 90% des cas, le problème se situe entre le clavier et la chaise. D'accord. Donc il y a des soucis qui vont être dus
à des gens qui vont donner leur mot de passe, par exemple, ce qu'on appelle seed pour les wallets. Il y a des soucis qui vont être liés à des codeurs qui, dans leur code informatique, auront fait des erreurs et qui seront exploités. D'accord. Après des arnaques qui se passent parce que les gens intentionnellement ont fait un code frauduleux et qui va aller prendre l'argent. Et donc il y a toute une bonne série de raisons pour lesquelles il peut y avoir et il y a des arnaques et il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Et une des premières choses qu'on apprend en crypto, c'est justement de se méfier et de mettre la sécurité en premier. Okay. D'accord. Sur la technologie en elle-même de cryptographie, là encore, il peut y avoir des différences entre les types de blockchain parce qu'elles n'ont pas toutes la même chose, mais pour l'instant, personne n'a réussi à hacker le Bitcoin malgré toute la valeur que ça représente. Okay. Donc on peut arnaquer et hacker des choses qui viennent de ça, mais la technologie en elle-même, aujourd'hui, on lui fait suffisamment confiance pour pouvoir l'utiliser avec des montants importants. Moi, ma question suivante, c'est on n'a pas fini la question sur le wallet. Hein. Je vois bien que tu as des questions, mais il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y arrive parce que c'est important pour que les gens comprennent. Donc, ces données qui sont à la blockchain, toi, aujourd'hui, si tu veux utiliser un service, tu crées un mot de passe, tu crées un compte sur un serveur. Bon. Tu peux le faire sur Binance, Coinbase, qui sont des endroits où tu peux acheter de la crypto. Mais là encore, en fait, il va y avoir des informations de la blockchain qui vont être liées à ton profil, donc intégrées dans ce qu'on appelle ton wallet, ton portefeuille, mais ce sera encore chez eux. D'accord. MetaMask est un portefeuille, c'est-à-dire un endroit où seront répertoriés ce que tu as comme transaction dans la blockchain, donc tes montants de monnaie, donc tes tokens. Et en fait, il est lié à une phrase que toi seul tu connais, qu'on appelle la seed, généralement composée de 12 et 24 mots. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est grâce à cette phrase que tu peux te connecter à la blockchain et retrouver toutes tes informations, quel que soit l'ordinateur, quel que soit le lieu. Donc c'est aussi par moments assez déstabilisant pour des gens parce que du coup tu te retrouves avec ces 12 ou 24 mots que tu as écrits sur un bout de papier pour éviter que ton ordinateur soit scanné ou qu'on puisse te le prendre d'une manière ou d'une autre, mais finalement ça ne tient qu'à ça. Donc il y a des gens qui ont des wallets avec beaucoup de choses dessus qui vont leur mettre leur seed dans un coffre de banque pour qu'elles soient en sécurité par exemple. Je me suis connecté à mon MetaMask aujourd'hui. Et il m'a demandé un mot de passe après que j'ai rentré les 12 mots. Du coup, c'est fini cette histoire ? Non, c'est toujours là. C'est toujours là. Ce mot de passe-là, tu peux configurer sur ton ordinateur, d'accord ? Tu installes MetaMask avec la seed, et une fois que tu l'as installé sur l'ordinateur, il y a un deuxième niveau de sécurité qui est celui de ton mot de passe. D'accord ? Mais tu peux te connecter à un autre ordinateur, il va d'abord te demander la seed, ou s'il y a une autre seed qui est installée, il te demandera le mot de passe. Donc c'est une double sécurité, un peu comme la double authentification. Donc ton wallet, il est important. Il y a un proverbe, une expression qui dit "Not your wallet, not your funds". Et du coup, c'est cette vision où on te dit bon bah voilà, je veux pas que mes données soient possédées par un tiers, d'accord, et avoir mon propre wallet et le gérer moi-même, gérer mes tokens dessus. Et ben c'est moi qui suis responsable de tout ce qui s'y passe. C'est moi qui en garde la propriété pleine et entière. Et pourquoi c'est un game changer ? C'est que du coup, si tu fais une erreur, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu fais une erreur, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si demain, il y a une interruption de service de Coinbase ou de Binance, et que par exemple Binance suspend le retrait des tokens de telle ou telle plateforme parce que à un moment, ça lui déplaît, et ben tu te retrouves coincé. Tandis qu'avec ton wallet, tu peux faire intégralement toutes les opérations que tu peux. L'autre point important concernant la blockchain, c'est qu'elle est permissionless, c'est-à-dire que la blockchain, celle qui est publique, tu peux t'y connecter directement sans devoir, comme avec une API, demander une autorisation. Okay. Donc c'est ce que ça permet un écosystème qui est très libre et donc une composition d'écosystèmes. Il y a une couche de protocole, il y a des applications qui vont utiliser ces protocoles et il y a beaucoup de choses qui s'intègrent par différentes strates qui se connectent entre elles. Mais toi aussi, tu vas pouvoir te connecter à une application directement et faire des opérations. Okay. Un exemple de ça, pour le rendre concret, la DeFi est une des composantes de ce Web3. D'accord ? Tu en as plusieurs. La DeFi, c'est la finance décentralisée.
Donc, tu as des applications qui vont te permettre de faire des opérations bancaires qui sont pas possibles pour un particulier aujourd'hui. Donc, de pouvoir déposer des fonds, avoir un revenu, mais tu peux aussi en prêter à d'autres personnes et toute une série d'outils dérivés financiers. Donc, voilà. De la même manière, il y a une responsabilité à utiliser. Tu veux dire prêter à d'autres personnes et il y a une trace dans la blockchain qui dit moi, Alexis, j'ai prêté X euros à Frédéric Ramet et il me les doit, c'est ça? C'est ça. Et tu seras rémunéré pour ça. Ok. Donc, ça te permet d'avoir le rôle d'une banque, en fait, et d'avoir ces niveau individuel. Voilà. Et ça, c'est ton wallet qui te permet ça parce que tu peux gérer tes fonds comme tu veux et faire tes transactions comme bon te semble. T'as pas de plafond. Moi, de mon wallet, je peux t'envoyer des choses directement. D'accord, et ce sera sûr et certain. Donc ça va nous permettre de faire aussi beaucoup plus d'échanges et on va dire de se faire plus confiance parce que tu n'auras pas de doute sur le fait que l'argent arrivera bien jusqu'à moi. Ça va pas éliminer tous les problèmes humains, mais du coup ça permet aussi de développer beaucoup d'activités. Et du coup, tu peux faire un virement en disant c'est un don ou c'est un prêt. Si c'est un prêt, c'est tant de % par an, etc. Alors, si moi je te fais un virement, le virement sera effectué, il va t'arriver et quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui l'empêchera et le virement sera fait. Je peux pas revenir en arrière et de dire bon bah finalement on a l'une parce que c'est irréversiblement inscrit sur la blockchain. D'accord ? Après, dans le cas, par exemple, si tu veux faire un dépôt pour bénéficier de revenus sur ce que tu as déposé, de yield, tu vas utiliser des applications qui sont faites pour ça. Et donc, qui ont codé des contrats sur la blockchain qui vont te permettre de faire ça en toute confiance. D'accord. Donc, il faudrait que tu identifies ce site-là, que tu saches qu'il est respectable, que tu saches qu'il est respectable, que tu saches que le programme tel qu'il a été écrit n'a pas de défaut. Et donc, tu vas pouvoir envoyer ces fonds sur cette application-là et la blockchain va enregistrer ta participation et va te donner un revenu selon les règles qui ont été mises en place avec des yields qui peuvent être beaucoup plus forts que ce qu'on a habituellement. Okay. Donc, il y a des différences qui sont parfois énormes entre eux. Il y a une blague qui revient sur le livret A régulièrement. Donc, il y a des choses, donc il faut être très méfiant sur un défi parce qu'il y a des choses qui sont clairement ce qu'on appelle des Ponzi ou des arnaques ou qui sont où les premiers entrants vont être les plus bénéficiaires. D'accord. Mais il y a aussi d'autres applications qui marchent depuis un bout de temps et qui sont saines dans leur mode de fonctionnement et qui vont permettre de générer des revenus parce que c'est automatisé, parce qu'il y a plus de transactions et que on va dire que le mode de fonctionnement bénéficie plus à la communauté. Ok. Est-ce que du coup, on a parlé de blockchain majoritairement, c'est un sous-ensemble du Web3 ? C'est un sous-ensemble du Web3. Dans ce qu'on désigne dans le Web3, tu as aussi l'intelligence artificielle, le cloud, tu as tout un ensemble. Et donc la blockchain et la crypto sont un des points importants parce qu'ils vont permettre cette propriété, mais tu as aussi d'autres. L'Internet des objets, c'est aussi un élément très, très important. Okay. D'accord. Sur certains, par exemple sur la DeFi, ils vont prendre moins d'importance. Quand on va parler de métaverse et donc d'univers digital persistant, le fait de pouvoir avoir plus de données et donc de pouvoir générer plus d'interactions, d'avoir plus de feedback et aussi de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour avoir encore une fois plus d'interactions, d'avoir des traitements intelligents des données, ça va prendre beaucoup plus d'importance. Donc le Web3, c'est l'intelligence artificielle, le cloud, l'Internet des objets, la blockchain principalement. Et le metaverse là-dedans ? Alors, le metaverse, lui, tu as plein de façons de le définir aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, la difficulté qu'on a avec tout ça, c'est qu'on parle de choses qui n'ont pas fini d'émerger. Donc, on n'a pas les mots pour le dire et dans quelques années, finalement, on se posera plus ces questions. C'est pareil aussi, par exemple, pour les NFT. Si je remonte alors je t'ai dit que j'étais vieux, hein, donc on remonte dans le temps un petit peu. Si je remonte dans les années fin 95-98, on parlait beaucoup des protocoles TCP/IP, d'accord, qui permettent la transmission des données. Aujourd'hui, tu vas plus du tout demander à quelqu'un quel protocole TCP/IP tu utilises, quel est ton IP.
Ça, c'est vraiment réservé à un domaine spécialiste qui sont les responsables d'architecture informatique, les développeurs, etc. Mais toi, aujourd'hui, tu vas dire, je vais sur Google ou tiens, je vais aller sur frdigital.fr ou sur le nom des sites. Donc ça devient très naturel. Aujourd'hui, on est un peu à cette étape-là où est-ce que on parle beaucoup des technos, mais demain, ça va s'effacer. Donc le métaverse, il y a cette première difficulté de le définir. D'accord ? Après, il est hérité de, on va dire, trois choses. La représentation visuelle qu'il va avoir est généralement d'un monde en 3D. Et donc là, tu peux utiliser comme référence ce que tu connais. T'as sans doute joué à Fortnite. Non, mais je vois très bien à quoi ça ressemble en tout cas. T'as sans doute joué à Animal Crossing. Non plus, mais je vois très bien à quoi ça ressemble. T'as sans doute joué à Minecraft. Non plus, mais je vois très bien à quoi ça ressemble. Ce qui est commun, c'était pas un public facile quand même, toi. Bah aussi, j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet. Okay. Ça me donne une bonne idée, quoi. Le point commun, c'est que ce sont des univers qui représentent un monde, d'accord, et qui sont des univers persistants. C'est-à-dire que tu peux le quitter, mais le soleil va continuer sa course, les actions vont continuer de s'y dérouler. Ah, c'est ça que ça veut dire. Parce que justement, Stéphane Bouckris, il a parlé de cette persistance sans trop la développer quand on l'a interrogé. Et du coup, ça veut dire que quoi ? Toi, tu sors du système, ton avatar sort du système, et ça aussi, il faudra qu'on revienne dessus. Et ça continue de s'y dérouler. Alors, il y a Dofus, non ? T'as pas non plus. Ouais, si, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas touché non plus. Non, je suis pas un gamer, moi, je fais de la vidéo, moi. Ok. Donc voilà, donc ça, il y a les jeux qu'on appelle les RPG. Ce sont des jeux dans lesquels tu as des interactions et donc oui, tu peux avoir un royaume, tu peux couper du bois, tu peux faire différentes actions et le monde est persistant. Donc effectivement, tu sors de ta session, ça continue de citer World of Warcraft. Encore une dernière chance. Non mais les jeux, laisse tomber. D'accord. Mais je vois très bien de quoi tu parles en revanche. Voilà. Mais donc ça, c'est un élément, on va dire, assez fondateur et le gaming de toute façon est vraiment très important pour comprendre ce que c'est le métaverse. La deuxième partie, on va dire, le deuxième pilier, ça va être les interactions. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec ces mondes-là ? Et là, tu as différentes solutions aujourd'hui. Tu as les lunettes de réalité virtuelle, tu as la réalité augmentée, et donc l'ensemble des technologies qui vont permettre d'interagir avec ce monde persistant. Et ton ordinateur aussi, tout simplement. Et ton ordinateur. Aujourd'hui, par exemple, Sandbox, qui est un des métaverses les plus connus, est accessible uniquement sur ordinateur et c'est très bien comme ça et on peut faire plein de choses super sympas dessus. Alors, à propos de choses super sympas, le troisième, parce que le troisième pilier pour définir le métaverse, donc monde persistant, interface, et le troisième, c'est la propriété des données. Et tout ce qu'on vient de dire sur les données, le wallet, etc. Donc, si tu as un NFT qui représente une image, d'accord, ou alors ton armure dans World of Warcraft, elle pourra être représentée, elle pourra être fondée sur un NFT qui sera ta propriété, d'accord. Donc métaverse, univers digital persistant, la façon dont tu interagis avec lunettes de VR, ordinateur, réalité augmentée, et cette propriété des données. Et du coup, en fait, on va... Parce que j'avais prévu les choses dans l'autre sens, mais donc parlons de la persistance. C'est quoi la différence entre un avatar et une photo de profil sur Facebook ? Alors, là, tu poses la question des NFT plus que des avatars. Alors, du coup, je vais aller au bout du truc. Et des singes. Ouais, je vois que tu as une question derrière, mais vas-y. Mais bah, c'est que là, pour le coup, c'était Emmanuel Moirand qui disait, toi, quand tu sors du métaverse, ton avatar, il existe encore dedans. Oui, donc ça, c'est au travers du NFT. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est pas que ton avatar continue d'être représenté dans le jeu, on va dire, ou dans cet univers digital, mais c'est en tout cas qu'il reste persistant comme un bien. Et qu'une autre personne, par exemple, ne pourra pas l'acquérir. Mais pour parler de ça... Enfin... Ah oui, il peut pas prendre la main dessus, c'est ça que tu veux dire ? Oui. Okay. Ou il peut pas être pris par quelqu'un d'autre. Ok. On parlait de blockchain, on parle de Bitcoin. Une des blockchains les plus importantes à connaître, c'est Ethereum. Ethereum,
C'est une blockchain sur laquelle il y a des contrats intelligents qui peuvent être exécutés et qui ont permis de mettre en place toute une foule d'applications aujourd'hui. Ça a été inventé par une personne célèbre qui s'appelle Vitalik Buterin, voilà, qui est très très intéressant comme personne. Pourquoi est-ce qu'il a fondé pourquoi est-ce qu'il est venu cette idée? Donc, le truc, c'est qu'il jouait à World of Warcraft. Il avait un super équipement. Et à un moment, il s'est fait bannir du monde et il a perdu tous ses équipements. Et à ce moment-là, il s'est dit non, mais je jamais plus. Et je veux faire quelque chose pour que je conserve les objets que j'ai passé tant de temps à acquérir, mais qui me conservent. Parce que ce monde digital, il est important pour moi. Et c'est une question après aussi générationnelle de se dire est-ce que ces mondes digitaux, est-ce que ces avatars sont importants, pour en venir à ta question. Oui, ils sont importants parce que ils sont aussi notre représentation dans cet univers digital qui fait partie de nos vies aujourd'hui. Maintenant, ta question sur en quoi est-ce que c'est différent, on va dire, une photo de profil sur Facebook et ton avatar, derrière ça, tu as la question de la propriété. C'est-à-dire que tu vas vouloir te représenter et je pense que tu veux parler des singes, par exemple. En fait, c'était pas particulièrement, par exemple, mais c'était surtout une histoire de ce que j'en avais compris, c'est que ton avatar continue à avoir une vie même quand t'es plus là. Visiblement, j'avais mal interprété cette histoire. Ouais. Et ensuite, du coup, il y avait au-delà de tout ce que tu peux acheter pour équiper ton avatar, est-ce qu'on appelle ça avatar parce que ça fait cool, ou est-ce que finalement c'est une photo de profil plus ou que tu vas pouvoir déplacer dans un univers? Avatar, de façon globale, c'est ton identité au sein de ces univers digitaux. Donc, t'as l'avatar que t'aimes bien parce qu'il est cool, tu vas l'utiliser sur un groupe Telegram, sur Discord, mais aussi par exemple dans un métaverse, et tu peux l'utiliser aussi sur Twitter. Ça va te permettre d'avoir, on va dire, une reconnaissance sociale vis-à-vis au sein de la communauté dans laquelle t'es. Et donc là, ce rapport-là, il est important parce que t'as envie de bien apparaître aux yeux des gens. Ce qu'il y a dans la vie réelle, on le retrouve dans la vie digitale. Donc cet avatar, il est important pour ça. Et après, ça va dépendre des différents métaverses et de comment ils l'intègrent. Mais pour le coup, je pense que la question de l'avatar, elle est liée à ta représentation personnelle, d'accord ? Et le côté persistant, c'est, par exemple, tu peux acheter un terrain, d'accord ? Une maison dans laquelle tu vas placer tes objets. Et ça, pour le coup, tu peux déterminer que des gens n'y ont pas accès, tu peux déterminer qu'ils peuvent la visiter. Et dans ce cas-là, tu peux quitter le jeu et elle va continuer de fonctionner. Donc tu peux créer ta maison, créer des objets, d'accord ? Donc c'est pas des avatars. Le lien, c'est que ce sont des NFT. Et donc, par exemple, tu vas créer un super beau micro en argent que tu vas poser sur la table, et quelqu'un qui va visiter la maison, si tu l'as mis en vente, il va pouvoir l'acheter et lui l'acquérir et faire ce qu'il veut avec. Alors, on y vient. Il y a un type sur The Sandbox qui a acheté un yacht à 650 000 €. Il a acheté un tas de pixels bien organisés à 650 000 €. Et du coup, ça me pose deux questions. Pourquoi il m'a pas demandé à moi et je l'en aurais fait un 2 fois plus gros pour la moitié du prix, parce que j'aurais juste mis 2 fois plus de pixels. Et la deuxième chose, c'est pourquoi il s'est pas fabriqué lui-même son yacht, pourquoi ça a tant de valeur? Est-ce qu'il a acheté le premier yacht? Là, c'est difficile. Je connais pas cet exemple-là. Ok. Bon, après, du coup, je te le dis. Je peux en prendre d'autres. C'est-à-dire que Snoop Dogg a acheté un terrain dans Sandbox. Donc, les terrains qui sont situés tout autour ont été revendus super cher. Donc, on arrive à la même question de se dire pourquoi est-ce qu'ils achètent aussi cher. Tout à fait. Bon. Tu te souviens, tout à l'heure, tu as mis ton micro en vente. Tout à fait. Ok. Et encore avant, tu me parlais de YouTube et que tu étais bien content qu'il y ait du trafic qui vienne. D'accord ? Bon. Ta propriété qui sera à côté de celle de Snoop Dogg, les gens vont venir voir par curiosité ou parce qu'il y a un événement, et ils vont aller traîner à côté par curiosité. Et donc tu vas attirer un trafic de ton côté. Ce trafic-là, tu vas pouvoir le monétiser en vendant tes super micros en argent. Ok. D'accord ? Donc on en revient à
quelle valeur je vais pouvoir créer. Donc c'est lié à un trafic, c'est lié à des objets ou à des services que je peux vendre. Donc là, dans l'IoT, je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a là, voilà, je peux vendre des micros en argent. Et si j'allais plus loin, je pourrais être un vendeur de micros et dire qu'à chaque fois qu'il y a un type qui achète un micro en argent dans le metaverse, je lui expédie un vrai micro parce que ça veut dire qu'il en a besoin. Tu pourrais faire ça. Et donc là, on lie à la vie réelle, enfin la vie réelle. Oui, tout à fait. Tu pourrais faire ça. Tu pourrais aussi dire que automatiquement, toi qui es à la maison, tu vas toucher quelque chose, mais que parce que le micro il est quand même super bien fait. Je suis pas sûr que ce soit toi qui l'aies fait. Tu as fait appel à un artiste et donc que lui automatiquement à chaque transaction, il touche quelque chose. Okay. D'accord. Et ça, même si le micro après est revendu 100 fois. Parce que des gens l'aiment bien, eh bien le créateur lui va toujours toucher quelque chose. Donc ça c'est aussi très important et c'est pour ça que c'est aussi important cette question de propriété des données, c'est que ça permet d'avoir des chaînes de valeur qui sont respectueuses des droits d'auteur. Alors que jusqu'à aujourd'hui les artistes n'étaient pas dans ce cas de figure là. Ok. Et du coup, tu as répondu à la question que j'allais te poser sur la logique d'acheter des mètres carrés virtuels parce que en fait j'avais posé la question à un ami qui est un petit peu dans le milieu en lui disant mais en fait c'est des espaces serveurs, pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où ça vaudrait une fortune et d'autres non? Et en fait c'est lié à la personnalité ou à un truc qui se passe à un endroit précis et donc ça va drainer du trafic et donc ça prend de la valeur. Et c'est lié à leur rareté. Parce qu'aujourd'hui il n'y a qu'un nombre déterminé de terrains qui sont en vente dans Sandbox ou dans Decentraland ou dans les métaverses, donc in fine, je pourrais pas en avoir plus que ça. D'accord, faudrait créer un deuxième projet, etc. Mais là, dans ces univers virtuels-là, ils ont commencé à mettre des choses en place et ça va attirer fatalement du monde parce que c'est là on va retrouver Snoop Dogg, c'est là on va retrouver par exemple des magasins de Samsung qui ont peut-être présenté des produits en avant-première, etc., etc. Donc c'est le lieu où va se passer des choses. C'est pour ça aussi que les prix peuvent monter aussi fort. D'accord. Donc c'est lié à la rareté du terrain et par rapport à une communauté qui va l'utiliser. Tu peux avoir d'autres métaverses qui vont se créer, qui seront beaucoup plus liés par exemple à du jeu ou à des contenus éducatifs, quel que soit mais qui vont s'adresser à des communautés. Donc après la valeur elle sera dépendante de l'offre et de la rareté. Alors, tu parlais tout à l'heure de récupérer la propriété des données, mais on a appris que Facebook allait prendre 47%, quelque chose comme ça, sur toutes les transactions. D'accord. Est-ce que donc toutes les transactions qui se passent dans le métaverse Meta, c'est ce qui a été annoncé, Facebook prend une petite commission de 47%. D'accord. Et je crois que Sandbox, de mémoire, j'ai entendu 5%, tu vois. Enfin, c'est des jours et la nuit. Voilà. Et est-ce que du coup, en faisant ça, ils sont pas à contre-courant de la logique même de ce qui est en train d'être mis en place? Voilà, mais tu parles tellement bien. Merci. Effectivement, ils sont complètement à contre-courant. Et c'est pour ça que le succès de Facebook, tout aussi puissant, ou de Meta, excuse-moi, tout aussi puissant qu'il soit, est pas donné, et pas garanti. Ils ont essayé de sortir une monnaie il y a quelques temps, qui a pas rencontré le succès parce qu'elle était en décalage par rapport aux usages. Donc, à vouloir imposer un ancien modèle sur des pratiques qui aujourd'hui ont changé, et surtout qu'il y a d'autres possibilités, le succès n'est pas du tout garanti. Aujourd'hui, Meta ne représente pas le métaverse et en tout cas cache beaucoup de choses et d'initiatives qui sont faites par beaucoup d'acteurs. Et les 47%, c'est pas du tout le modèle qui inspire. Le modèle économique qui, on va dire, essaye qui permet le développement de beaucoup de projets, c'est des projets dans lesquels il y a les transactions permettent une redistribution de la valeur au sein de la communauté et au sein des acteurs qui sont récompensés pour faire des actions et donc qui vont aider à propager et à développer l'activité. Pourquoi est-ce que dans beaucoup des exemples qu'on voit de métaverse et surtout ceux de... je te prends les exemples de ceux de gens qui ont créé des bureaux virtuels, ça ressemble à des jeux vidéo des années 80, alors je crois que j'ai un peu la réponse, mais alors qu'aujourd'hui on arrive à avoir des types qui jouent en ligne, certes avec des PlayStation, mais bon, on a quand même des téléphones qui commencent à avoir pas mal de puissance, des ordi aussi, qui ont des rendus proches de la réalité. Pourquoi est-ce qu'on revient en arrière en fait? C'est parce qu'il faudrait installer un truc qui s'appelle Metaverse sur tous les ordinateurs et qu'on échange que quelques données plus légères
d'un ordi à l'autre. Mais oui, je crois que voilà, t'as tout dit. C'est ça en fait, parce que tout à l'heure on parlait des réseaux qui étaient centralisés versus des réseaux qui sont décentralisés. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc on peut avoir aussi des mix entre les deux. Le réseau centralisé, il va avoir une capacité à traiter beaucoup de données et à pouvoir être scalable, c'est-à-dire de multiplier les ressources pour répondre à un besoin. Là où sur les réseaux décentralisés, cette montée en puissance des données est beaucoup plus compliquée à faire. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des limitations et qui font qu'on doit faire des choix qui sont pas uniquement des choix graphiques, mais qui sont liés à un manque de ressources. Donc, il y a des nouvelles blockchains qui arrivent, qui sont en train de répondre à ces choses-là. Donc, on aura des choses plus jolies dans le futur. Mais encore une fois, on est sur des technos qui sont émergentes aujourd'hui. Ok. Et dernière question sur les métaverses. Du coup, ce que je comprends, c'est que tu peux rentrer sur l'un ou sur l'autre, mais que si toi, tu as construit ta baraque sur l'un et moi sur l'autre, pour venir se voir, c'est un peu plus compliqué que... Tout à fait. Tout à fait. Ils sont aujourd'hui relativement vase clos. Ils n'ont pas forcément intérêt non plus à être complètement interopérables. Après, ça, ce sont les métaverses. Mais par exemple, le NFT que tu as acheté, donc par exemple, imaginons, il y a un tableau que tu aimes beaucoup, qui était en vente par un artiste digital que tu as acheté, et donc c'est ton NFT qui appartient dans ton wallet. Tu peux aller dans un métaverse et l'utiliser, mais tu pourras aussi l'utiliser dans un autre métaverse. Donc il y a quand même des éléments qui vont permettre d'avoir ce côté, on va dire, interopérable, qui est très important. Il y a Godfellows qui est une collection de profil picture, donc c'est ces petites photos que tu mets sur tes avatars. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train, quant à ce NFT-là, de permettre d'avoir une déclinaison par métaverse. Et donc quand tu iras dans Decentraland, il va pouvoir t'afficher la tête de ton métaverse en fonction de ton NFT, et quand tu iras de l'autre côté, ton personnage aussi pourra l'avoir. Ok. D'accord. Passons à Discord. Oui, Discord. Pourquoi c'est un sujet Discord dans le Web3 ? Alors, est-ce que... Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, Discord, alors je vais te dire ce que j'en ai compris, puis ensuite tu vas certainement compléter, parce que je pense que j'ai loupé un truc. Pour moi, c'est des forums centralisés au même endroit par topic, sur lesquels tu peux échanger sur des sujets précis avec des gens que tu connais pas, et tout le monde interagit. Mais pour moi, ma vision, c'est un super forum. C'est ça. Sauf que j'ai l'impression que... Il y a un petit truc en plus. Hein. Ouais, il y a tu sens tu te sens quand même. Et je vais te dire pourquoi, parce que... Et donc là, pareil, c'était Stéphane Boucris qui disait, aujourd'hui, un community manager Discord, ça facture 150 000 € par an. Donc il doit y avoir un truc en plus que juste modérer les chieurs. Alors, Discord, à la base, hein, pour bien expliquer ce que c'était utilisé par les communautés de joueurs de jeux vidéo pour permettre de se parler pendant les parties. Donc ça a été fait comme ça. Et donc son premier usage, il est là de faire des salons vocaux. Ensuite, on a rajouté du texte parce que c'est aussi pratique à un moment. Donc il est vraiment né de là. Ensuite, il a connu un truc aussi pendant le Covid qui était assez rigolo, c'est qu'il y a des gens qui ont pu s'en servir, pas du tout pour du jeu, mais quand les bars étaient fermés, ils avaient envie de retrouver et de discuter comme ils le faisaient dans un bar. Et donc, par exemple, ils l'ont mis à disposition de certains cafetiers pour créer leur bar virtuel en ligne et que les gens puissent discuter, sans échanger des messages, à un moment poster des photos, des choses comme ça. Donc en fait, de vraiment ce côté communautaire. C'est ce côté communautaire qui est clé. Ce qui s'est passé avec le Web3, c'est que ça a été un outil très puissant pour animer, développer une communauté. D'accord, et en fait c'est comme ça que c'est venu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a pris une telle ampleur et c'est un tel poids, c'est parce que c'est un outil qui est très pratique pour créer une communauté. Tout à l'heure je te parlais de business model qui était on va dire basé sur des interactions au sein de la communauté et de la valeur créée ensemble. C'est aussi pour ça que Discord est vraiment vraiment important, c'est parce que lui la communauté elle est vraiment au cœur de ce qu'il propose.
Et effectivement, alors t'as les salaires qui sont importants, mais t'as fait un peu de marketing digital. Ça m'est arrivé. C'est arrivé. Donc par exemple, si tu dois animer des communautés et engager et donc faire ton community management au travers de ton Insta, de ton Facebook, de ce que tu veux, donc voilà, c'est quand même difficile de faire interagir beaucoup de monde. Et ça peut nécessiter beaucoup de moyens. Là, ce qu'on a pu voir avec le Web3, c'est que tu as des équipes qui sont 5, 10, voilà, et qui vont permettre de construire des communautés de 10 000, 50 000, 100 000 personnes. Et qui, pour moi, sont des choses complètement folles quand on compare ça à des moyens qui sont développés par des marques sur leur community management. Okay. Pourquoi est-ce que ça peut marcher? C'est parce que on leur parle d'un sujet où les gens aiment bien, dans lequel ils vont être aussi impliqués parce qu'il y a ces questions de propriété. Donc à partir du moment où des choses peuvent m'appartenir, où je peux en tirer de l'argent, où je peux développer une activité dessus, forcément je serai plus engagé. Et en fait, on parle plus de community management, mais de community building, où est-ce que tu vas construire au fur et à mesure, autour d'un noyau assez fort, des interactions de plus en plus importantes avec les gens. T'as un exemple concret de ce genre de choses? C'est-à-dire un exemple de, parce qu'il en parlait dans le cadre de projets NFT justement. Alors il y en a un sympa dont on avait parlé lors de cette journée, c'est le projet des pandas de Mamoumassi, de Gabriel. Qui a construit un super projet basé sur la communauté. L'exemple est assez rigolo parce qu'il a lancé cette collection de NFT sans vraiment connaître ce qu'étaient les NFT, et que c'est avec des personnages super sympas, et puis il a bien travaillé sa communication sur Twitter, et des gens sont venus acheter. Il a vendu sa collection en quelques minutes. Et après il leur a dit mais enfin qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et ce sont les gens qui ont dit bon voilà, ça serait bien qu'il y ait ça, on va faire une chasse au trésor. Et donc il a construit l'histoire après tout son jeu. Oui, il y en a beaucoup qui sont faits comme ça. C'est énorme. Oui, et pour lui c'est là où c'est bien, c'est parce qu'il a vraiment laissé les rênes à la communauté. Alors, bien sûr, il a son studio, il développe le truc de façon très sérieuse, etc. Mais il est vraiment main dans la main avec la communauté dans le business model. Donc les NFT sont achetés une première fois, et quand ils sont revendus, tu touches des royalties. Ouais. D'accord. Donc lui n'a pas pris ces royalties-là. Ces royalties sont reversées à un trésor, d'accord, qui sert de pot commun des récompenses dans le jeu. Et donc qui vont permettre de faire grossir le trésor au fur et à mesure. Donc des gens qui vont venir, qui vont vouloir acheter les pandas pour se jouer à jeu, et donc on a quelque chose d'organique qui grandit comme ça. Incroyable. Donc ça c'est un super exemple. Ce que je veux dire, c'est que pour rentrer dans le jeu, t'achètes un panda, et avec une partie de ton achat, ça vient financer des gains dans le jeu en fait. C'est ça. Incroyable. C'est ça. Et donc plus les gens rentrent dans le jeu et en sortent du coup, parce que j'imagine que c'est limité, plus les gains augmentent, en fonction de. Oui, tout à fait. Et ça, encore une fois, c'est rendu possible parce que les gens peuvent se faire ces transactions en toute sécurité, et donc vérifier l'ensemble des transactions coûte beaucoup moins cher, et donc on peut avoir ce genre de modèle qui existe. Ok. Un dernier point sur du coup les opportunités en marketing et en communication, parce qu'on a tous les deux travaillé là-dedans. Donc t'en as parlé, en fait, je l'avais pas du tout. Un exemple typique, c'est donc ça pourrait être Samsung qui construit un store à côté de chez Snoop Dogg en se disant les gens vont venir regarder ma collection. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans quelles autres applications? Alors évidemment, on va pas pouvoir toutes les citer. C'est ça. Alors aujourd'hui, si tu veux, tu as du côté de la marque et du côté individuel. D'accord? Donc une marque aujourd'hui, ce qu'elle peut faire, c'est déjà collaborer. Collaborer avec des créateurs de NFT, par exemple, de s'associer à eux pour faire une collection. Ils peuvent ensuite construire eux-mêmes des objets digitaux et du coup les vendre au sein de ces magasins-là, ou alors après avoir des projets plus ambitieux liés, on va dire, à leur business model. Donc il y a cette gradation qui peut se faire. Quand par exemple Heineken va construire un centre dans lequel on va pouvoir découvrir sa marque, toi tu t'achètes plein de Heineken et tu as pu avoir ce NFT qui te donne accès. Donc en fait, tu as un sentiment privilégié parce que tu vas pouvoir accéder à un lieu
dans lequel il va y avoir des événements spéciaux. Donc, tu as déjà un sentiment où c'est un peu sympa parce que toi, tu as accès à quelque chose auquel tous les autres n'ont pas accès. Et puis, pour la marque, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que elle va pouvoir te plonger dans son univers. Et du coup, créer une relation beaucoup plus forte qu'en envoyant une pub qui sera vue parmi tant d'autres. Donc, c'est aussi l'occasion pour la marque de construire une relation qui est particulière. L'autre point important là-dessus, c'est que ta toilette, d'accord ? Et donc, je prends un autre exemple sur, t'as acheté un sac à main pour ta femme, parce que je sais que t'aimes bien lui faire des cadeaux. Aujourd'hui, le magasin sait que c'est toi qui l'as acheté, donc finalement, c'est toi qui sera enregistré. Ok ? S'il y a un NFT qui est associé à ce sac, finalement, c'est elle. La marque saura que c'est cette personne-là qui a ce sac, et donc elle va pouvoir faire des actions aussi à destination qui seront beaucoup plus fortes parce qu'elle sait bien que c'est elle qui l'a. Ouais. D'accord. Okay. Samsung demain pourrait faire des NFT pour ses frigos et faire un suivi de la vie de son frigo au travers du NFT. Renault, par exemple, ou une autre marque automobile, pour pas faire de la pub, pourrait mettre en place un NFT pour une voiture. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être imaginées, et de pouvoir suivre la vie de la voiture et de se dire, bon, voilà, quand je vais passer mon contrôle technique, je mets à jour ces informations qui vont être associées à ce NFT. Et donc, quand tu vas revendre la voiture, toutes les informations de la vie de la voiture seront au sein de ce NFT, et donc j'ai une certitude sur ce qui s'est passé réellement. Et limite, plus besoin de carte grise, t'as juste un MetaMask. Et on peut arriver à ce genre de choses. Après, on le verra. Tout ça, c'est des choses qui sont à construire. Et après, individuellement, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a plein de choses à aller voir. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se faire, et il faut regarder ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a besoin d'à peu près tout l'état. On a besoin de développeurs, mais aussi de gens qui vont faire du marketing, des gens qui vont animer des communautés. On a besoin aussi de juristes qui vont se pencher sur ces questions-là et voir comment est-ce qu'on les résout. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau individuel aussi. Et alors toi, justement, aujourd'hui, donc Web3 Builder, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors aujourd'hui, moi j'ai créé ma société de conseil Web3 et l'idée principale, c'est d'accompagner des équipes dans leur projet Web3. Alors là, par exemple, aujourd'hui, j'accompagne Noobies qui est en train de créer une plateforme de e-sport betting. D'accord, en validant les résultats des parties de jeux vidéo au sein de la blockchain et en permettant de faire des paris du coup qui sont garantis par cette blockchain. Okay. Et donc je les accompagne dans la mise en place de leur livre blanc, le white paper, qui est un peu l'équivalent d'un pitch deck mais avec beaucoup plus d'informations à destination de la communauté, de les aider dans la préparation de la levée de fonds qui passe au travers de relations avec des VC, mais aussi de relations avec des investisseurs particuliers par la vente des tokens. Donc, ce qu'on appelle les ICO. Et donc, on va proposer à des individus de devenir actionnaires de cette société au travers de l'achat de tokens. Donc, moi, je leur apporte cette dimension conseil-là en tant qu'advisor, en tant que consultant. Et puis après, j'apprends plein de trucs grâce à eux aussi. Donc ça, c'est un premier projet. Sur un second projet qui est l'OMAD, on travaille sur la mise en place d'une plateforme de DAO. Et donc là, je travaille de la même manière sur l'accompagnement pour la levée de fonds et la stratégie de développement produit. Et puis après, de toutes les questions de business plan, les questions légales et de comment est-ce qu'on met ça en œuvre. Et pourquoi, enfin, aujourd'hui, on a beaucoup entendu, là, en faisant nos recherches, qu'on tendait vers beaucoup de freelancing dans le Web3. C'est quelque chose que tu confirmes ? Alors, oui, ça existe. Alors, il y a une accélération, j'ai l'impression, vis-à-vis de ça, où on va aller chercher la bonne personne pour faire tel projet. Disons qu'il y a plusieurs choses. Il y a de toute façon, au niveau global, une accélération des freelances, des collectifs, et ça, c'était déjà, on va dire, préexistant. C'est accentué dans le Web3 parce qu'on est aussi sur un marché qui est mondial, et donc on peut aussi être tout à fait apporter ses compétences à des boîtes qui sont à l'autre bout du monde. Et donc, et il y a même des boîtes qui fonctionnent sur tous les fuseaux horaires avec des gens un peu partout grâce à Discord et avec finalement assez peu d'échanges. Et je te parlerai d'équipes
et de sociétés qui fonctionnent comme ça, et ça peut aller jusqu'à des équipes qui se connaissent même pas individuellement et qui fonctionnent de façon complètement anonyme et distribuée. Mais du coup, il y a besoin de beaucoup de compétences un peu spécialisées, et après, le truc, c'est qu'on peut aussi payer directement en crypto certaines prestations. Donc, on peut avoir aussi un découpage beaucoup plus fin de ce qui va se faire. Donc, c'est une pratique qui s'est généralisée dans le Web3, du freelancing qui était présent. Il y a aussi ce qu'on appelle les bounties dans le Web3. Donc les bounties, à la base, ce sont des récompenses qui sont données à des développeurs qui vont trouver des failles dans le code. Okay. D'accord. Et par extension, on peut s'en servir pour dire, bon bah là, demain j'ai besoin de quelqu'un qui vient faire telle mission d'animation sur mon Discord, ou j'ai besoin de tel contenu, et on va offrir cette récompense, et puis les gens vont venir. Donc il y a une transformation assez forte qui se fait aujourd'hui sur ce sujet-là. Et ça, c'est un projet, ce domaine-là, c'est un projet, je suis en train de développer un projet qui s'appelle Meaning, qui est un projet de job board automatisé pour permettre justement de pouvoir poster ce type d'annonce et de faire en sorte d'y répondre, et que les choses soient automatisées à un maximum. Donc ça, c'est un projet vraiment là pour le coup de builder au sens propre, puisqu'on va le développer. On a commencé à travailler là-dessus. Dernier point qui me concerne. Alors, ouais, moi Vas-y. Moi j'en aurai un après. Alors, je sais pas si tu veux garder pour la fin. Peu importe, vas-y. Ouais, peut-être juste un truc sur le Web3. On a parlé des technologies. Ce qui est important de savoir, c'est que ça repose sur différents piliers. Il y a la DeFi, qui est la finance décentralisée. Il y a le métaverse, qui sont ces mondes persistants. Il y a les NFT, qui sont ces titres de propriété individuelle, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont importants. Et le dernier pilier sont les DAO, Decentralized Autonomous Organization, et qui sont vraiment quelque chose aussi à pas mettre de côté. Ce que ça permet, c'est que ça permet d'automatiser toute une gouvernance et de permettre à des gens de collectivement posséder des choses et de gérer un trésor. Donc, par exemple, on est un groupe de personnes et on va pouvoir mettre des fonds en commun et former un trésor. D'accord ? Donc, il sera associé à un wallet qui est partagé entre toutes les personnes. Et les décisions qui seront faites, par exemple, d'investir dans tel projet ou de faire telle donation, par exemple, seront faites par l'intermédiaire de vote. Donc, les gens vont faire des propositions, vont voter, et automatiquement, les fonds seront transférés. D'accord ? Donc, tu peux même inscrire des règles qui disent, s'il n'y a pas la majorité qui vote pour, on fait rien, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Donc c'est quelque chose qui est assez fascinant, et aujourd'hui ce sont des acteurs économiques à part entière, et qui gèrent plusieurs centaines, même plusieurs milliards de dollars. Il y a des fonds d'investissement DAO. Oui, tout à fait. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait c'est des fonds d'investissement comme il y avait avant, sauf que chacun en fait a le droit à la parole. Sauf que chacun a le droit à sa parole par rapport au nombre de tokens qu'il représente. Donc, encore une fois, le Web3 ne va pas effacer toutes les problématiques qu'on a entre êtres humains. Bien sûr. On va retrouver à peu près les mêmes. Mais en tout cas, ça permet à des communautés de pouvoir gérer des activités ensemble, et de façon importante. C'est pour ça que d'ailleurs, on a vu des projets NFT ou des jeux qui évoluent justement avec la communauté via ça. Genre, on a pensé à telle amélioration, qui vote pour, qui vote contre, et en fonction des retours, on y va ou on n'y va pas. Tout à fait. Il y a dans les exemples qu'on a vu passer, il y a une DAO qui a voulu racheter la constitution, un exemplaire de la constitution américaine. Finalement, ils sont aperçus que c'était une mauvaise idée, parce que je crois que l'exemplaire n'était pas le bon. Mais finalement, ils ont voté de conserver les fonds quand même et de l'attribuer donc à d'autres projets. Donc ils ont continué. Il y en a une autre qui est en train de se former pour essayer de racheter une licence de NBA, par exemple. Ok. Donc voilà. Donc il peut y avoir plein de choses qui vont se faire de ce côté-là. Et alors peut-être juste, on n'est pas obligé d'y passer beaucoup de temps, mais la régulation de tout ça, est-ce que à l'Assemblée nationale, les gens ils se rendent pas compte de ce qui se passe, et finalement il y a un monde digital qui pourrait être sur une autre planète qui a rien à voir avec la Terre, qui est en train de faire son truc, ses échanges, etc. Et puis après il y a le monde réel avec impôt.gouv.fr, et c'est deux trucs qui sont complètement séparés et qui se parleront jamais, et du coup l'État
on parlait de la propriété, perd la main sur ce qui se passe. Alors c'est un risque. C'est pas aussi binaire que ça, parce que la crypto a commencé à être régulée dès finalement son apparition, dès 2017. Il y a eu beaucoup d'arnaques qui ont eu lieu à ce moment-là, et donc il y a eu de la régulation qui s'est mise en place, mais ça évolue super vite. Il y a 2 ans, les NFT n'existaient quasiment pas, et donc on n'avait pas besoin de les réguler. Là, ils sont arrivés, c'est un nouvel objet qu'il faut réguler. Donc il y a toujours cette vitesse. On a à la fois un cadre qui est pas mal pour les investissements en token en France, avec une loi qui permet de faire certaines choses, donc qui est plutôt pas mal. Mais dans le même temps, il y a aussi des décalages et des crispations qui peuvent se faire. Là, il y a une loi européenne qui a été votée et qui est très compliquée pour les acteurs. Oui, c'est un vrai sujet. Il faut de la régulation. Après, il faut qu'elle soit bien faite. Et ça, pour le coup, c'est pas gagné. Est-ce que l'État sait combien j'ai dans mon MetaMask? Alors. Parce que sur mon compte en banque, je sais qu'ils savent. Ouais. Alors, l'idée, c'est qu'ils devraient pas savoir. Après, si tu peux, les transactions sont quand même visibles, elles sont anonymes, parce que moi je sais pas que toi tu as le MetaMask, mais après une entité gouvernementale, si elle veut y mettre le moyen, elle pourra quand même retrouver par rapport à ton adresse IP, par rapport à tout un ensemble, on va dire, de faisceaux d'indices, et pouvoir retrouver une source. Après, il y a des gens, c'est pas l'anonymat absolu. C'est pas de l'anonymat absolu. Après, il y a des gens qui vont développer des techniques pour pouvoir faire disparaître des fonds, être dans l'anonymat complet. Mais on n'est pas non plus dans un monde complètement anonyme. Ok. Après, il y a des gens qui continuent de lutter pour ça. Ouais. J'ai une dernière question. Ouais. Donc, j'ai une chaîne YouTube, Mm-hmm. et quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit, il y a une opportunité. Est-ce qu'il y a une opportunité à pas louper, tu vois, parce que c'est sur toutes ces plateformes, YouTube, TikTok, etc. Ceux qui arrivent en premier, ils bénéficient de l'effet de il y a personne qui poste, tout le monde qui regarde, du coup t'es vachement poussé en avant. Et du coup, l'idée que j'avais eue dans un metaverse, c'est d'ouvrir un cinéma qui diffuserait que mes films. Est-ce qu'il peut y avoir des meilleures idées que ça quand même pour parce que bon, là en l'occurrence, qui va s'intéresser que à ça, mais j'ai l'impression que ce monde des metaverses, il va vachement bénéficier aux créateurs digitaux. Mmh. On a vu là l'exemple avec les chaussures Nike, etc. Mais un type avec une vraie caméra, un type avec un vrai appareil photo, c'est quoi sa place là-dedans? Alors, il peut vendre ses contenus d'ores et déjà. Il y a de plus en plus de plateformes qui vont permettre de vendre des contenus vidéo. Donc après, qui va acheter des bouts de mes vidéos en NFT ou alors, même ta communauté. Donc un des 9000 abonnés. Vous nous écoutez. Oui, si. Après, il faut qu'il y ait une utilité, il faut qu'il y ait derrière ça quelque chose que tu vas leur apporter. Okay. D'accord. Si demain tu leur dis, bon ben voilà, moi mon projet c'est de pouvoir faire ce film sur, je sais pas, un sujet qui tient à cœur, qui est la condition de vie ou des conditions de travail peut-être compliquées liées au milieu maritime, par exemple, pour prendre des sujets que tu avais traités, et que derrière toi tu as une communauté qui dit bah oui, effectivement c'est important, et ben ils vont peut-être pouvoir t'apporter des fonds, soit pour l'acheter ou soit pour financer son développement. Ok. D'accord. Et c'est dans ce sens-là que tu parviendras à faire quelque chose. Alors après, il faut que ce soit intéressant pour les gens et que ça rencontre un succès, mais ça sera pas lié à la blockchain. Ce que va permettre la blockchain, c'est que les gens puissent soit le financer ou soit te l'acheter directement, okay. de gré à gré, en cash, c'est-à-dire en limitant un nombre d'intermédiaires qui aujourd'hui prennent de la valeur. Ok. J'ai à ce propos, je vous partage, j'ai créé mon premier NFT tout à l'heure, et d'ailleurs il faut que je te montre parce que j'ai pas réussi à définir les royalties justement. D'accord. Sur OpenSea. Profitez-en. Et et en fait il s'avère que j'ai fait tomber un pot de café sur ma table. D'accord. Et ça a fait un truc magnifique. Okay. Et j'ai dit justement à mon pote avec qui on a ce podcast, il faut que j'en fasse un NFT. Donc j'ai pris une photo de la tâche. J'ai créé mon NFT dans la foulée. Ça m'a coûté $50, ça je m'y attendais pas. La première fois que tu crées une NFT, ils te prennent un gas fee. Donc voilà. Et en revanche, du coup, tu parlais d'utilité. J'ai écrit dans la description du NFT. Donc ça s'appelle le café de Chabot.
et que ça donne droit à un café avec moi une fois par an au détenteur du NFT. Et là, je me suis dit, tiens, là, ça a du sens, je sais pas qui en voudra, et je l'ai mis à 1 euro, donc 0,0004 Ether. Mais du coup, toute personne qui possède ce NFT a le droit à un café par mois. Et là, je me suis dit, ok, là, s'il y a des mecs qui avaient une grosse communauté, qui sont connus, je sais pas, des influenceurs, etc., et qui mettaient ça, en fait, il y a peut-être des gens qui sont prêts à payer 1 000 € pour ce café. Tout à fait. Pour avoir ce temps d'échange qui est pas simplement le café, mais qui est le temps qui va passer avec toi. Oui, alors il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Les transactions, t'es passé par Ethereum, qui est là aujourd'hui où ça coûte très cher. Et effectivement, il y a d'autres chaînes. J'avais pas le choix. Il y a d'autres chaînes qui te permettraient d'avoir des choses moins chères, mais voilà. Mais du coup, il fallait passer par autre chose que OpenSea. Oui, OpenSea te permet de passer par autre chose que Ethereum. J'ai pas eu le choix. Mais bon, mais il y a d'autres possibilités. Ensuite, effectivement, là, ce que tu as fait, c'est que tu l'as associé à une utilité. C'est ce qui permet de donner la valeur à cette tâche de café qui, finalement, c'est pas la tâche de café en elle-même, mais c'est ce que tu apportes derrière. Et donc, effectivement, ce temps passé. Maintenant, après, si t'en fais une promesse, tu vas la tenir. Bah oui. Ça veut dire un café par an, ça va, je peux dégager 1 heure dans l'année pour quelqu'un qui... Et ben voilà, jusqu'à la fin de ta vie. Parce que du coup, la blockchain... J'ai pas mis de date limite, effectivement. Ouais. Donc jusqu'à la fin de ta vie, si tu veux tenir ta réputation, et c'est là aussi c'est un élément important de la blockchain, c'est que c'est une réputation, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ce que les marques font ou ce qu'on fait individuellement. C'est parce que effectivement tout ça, c'est tracé, c'est historisé quelque part. Donc quelqu'un pourra dire effectivement, bah moi j'ai ce NFT là, ça fait plusieurs fois et qui me refuse parce que pour telle ou telle raison. Donc après il faut que matériellement tu sois en mesure aussi d'organiser ça. Alors justement, je me suis couvert vis-à-vis de ça et j'ai dit qu'il fallait que ça se passe à moins de 20 km de l'endroit où je suis au moment où on me le demande. Et bon, bah, tu vois, j'y ai pensé. Nice. J'y ai pensé. Bon bah écoute, moi j'attends ton prochain NFT de bière, comme ça me permettra d'aller boire une bière tous les ans. Je vais aller te l'offrir tout de suite avec grand plaisir, Frédéric. Merci d'avoir passé du temps avec moi. C'est vraiment passionnant et on sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et merci de vulgariser un petit peu tout ça. Bah de rien, ça a été un plaisir. Pinte ou... Oh non, on va rester sur un demi.